Coucou mes petits potes à la compote, bienvenue sur ma chaîne YouTube Écran Noir, je m'appelle Lucas et aujourd'hui on va parler de mes trucs préférés du mois de mars 2019. Alors sur ma chaîne Écran Noir, je parle de chefs-d'œuvre du cinéma et de la bande dessinée, je fais des gros épisodes, c'est vraiment ce que je vous invite à aller regarder, c'est là où je passe le plus de temps, c'est là où je m'amuse le plus, donc s'il y a un truc à pas rater sur ma chaîne, je pense que c'est vraiment ça. Vous pouvez me suivre également sur les réseaux sociaux, j'ai un Facebook Écran Noir et un Twitter Écran Noir _ Lucas. Voilà. Alors qu'est-ce que j'ai le plus aimé ce mois de mars 2019? Tout d'abord on va commencer avec une série Netflix qui s'appelle Love, Death and Robots. C'est une série de science-fiction qui a été chapeautée par David Fincher. Et le mec dont j'oublie le nom, c'est le mec qui a fait Deadpool, bon j'ai oublié son nom, je suis désolé. Mais du coup deux univers de réalisateurs assez différents qui mélangés ensemble ont donné une petite série de courts-métrages, il y en a 18. Ils durent entre 5 et 17 minutes, donc il y en a des très courts et il y en a des un petit peu longs. Et chaque court-métrage a été confié à un studio d'animation différent. Donc c'est ça qui est vraiment hyper cool avec cette série au premier regard, c'est qu'à chaque épisode vous allez découvrir une nouvelle animation, même s'il y en a 2-3 qui se ressemblent un petit peu, il y en a qui sont très réalistes, mais il y en a qui partent dans des gros délires. Et du coup, même s'il y a des courts métrages qui vont être au niveau du scénario un petit peu en dessous des autres, vous aurez quand même toujours ce côté nouvelle découverte d'une animation particulière qui va quand même vous faire un petit peu rentrer dans cette histoire. Voilà, moi il y en a que j'aime un petit peu moins, que je trouve un petit peu moins intéressant, mais à chaque fois j'ai été extrêmement agréablement surpris par la qualité de l'animation. Il y a un sacré niveau. Alors cette série c'est une série de science-fiction mais pas que. Je trouve Love, Death and Robots ça la qualifie assez mal. Parce que vous avez du fantastique, il y a des histoires même des fois de loups-garous. Enfin, ça part un petit peu dans tous les sens, hein. Vous attendez pas à avoir un robot ou un truc un peu en mode science-fiction à chaque fois. C'est ça qui est cool, c'est que vous allez vraiment être surpris à découvrir un nouvel univers à chaque fois. Alors il y en a 18, ils sont tous de qualité très différentes. Mais de manière générale je trouve que la qualité de la série est quand même très élevée. Il n'y en a pas beaucoup où je me suis dit, ouais c'est vraiment pas top. Il y en a vraiment qu'un où j'ai vraiment pas accroché. Et ouais il y en a peut-être 2 autres, 3 autres où je me suis dit... Ouais, ok, bon c'était pas mal parce que je vous dis l'animation est belle donc ça nous permet quand même de rentrer dedans. Mais je trouve ça extrêmement intelligent, extrêmement cool d'avoir pensé à changer l'animation à chaque fois parce que une fois que vous avez commencé la série, vous avez énormément de mal à vous arrêter parce que vous avez envie de découvrir ce qui va se passer juste après en fait. Quel nouvel univers on va vous présenter? Est-ce que le film d'après sera mieux? Est-ce qu'il sera moins bien? Donc ça je trouve ça vraiment excellent. De manière générale je trouve que vraiment la qualité est quand même très élevée. Il y en a des très drôles, il y en a des très durs, des très beaux. Moi je vais juste vous parler de mes 3 petits préférés sans vous spoiler. Alors mon préféré de chez préférés c'est La Faille. En anglais c'est Beyond the Aquila Drift parce que c'est adapté d'un roman anglais. On voit que c'est adapté d'un bouquin parce que je pense que c'est un de ceux qui a le scénario les plus bien maîtrisés on va dire. Sans vous spoiler, c'est un peu en mode horreur cosmique. C'est des marchands de l'espace qui prennent un portail pour se téléporter très loin. En fait il y a un bug et ils se retrouvent perdus à des années-lumière, vraiment à 150 années-lumière je crois de leur destination d'origine. Et ils arrivent dans un endroit très étrange, ça vire complètement dans l'horreur cosmique, un petit peu à la Alien. Il y a vraiment cette idée terrifiante de se dire je suis complètement perdu, ma vie vient de changer du tout au tout juste par une erreur que personne n'arrive à expliquer. Et l'image de fin est tellement saisissante, ça m'a terrifié, ça fait hyper longtemps que j'avais pas ressenti ça devant un film un petit peu science-fiction épouvante. On a envie de savoir ce qui s'est passé, comme le personnage principal, il y a des zones d'ombre qu'on a envie d'éclaircir. On est avec lui, on lui dit vas-y j'ai envie de savoir, je comprends pas où est le problème, j'ai envie de savoir la réponse. Le film, ainsi que certains personnages, nous disent vraiment attends, est-ce que t'es sûr de vouloir la réponse? C'est un peu chaud, hein, mais je t'aurais prévenu, mais c'est un peu chaud. Et toi t'es là, oh ouais, non, je veux savoir. Et quand le truc arrive, oh putain, oh la vache! Ah, j'étais vraiment pas prêt quoi. Tu t'attendais au pire et en fait c'est tellement monstrueux, c'est tellement abject. Ah voilà, j'ai trouvé vraiment super. Il y a du sexe dedans, il y a une scène de sexe qui pourrait paraître un petit peu gratuite, mais mis en parallèle avec les événements de la fin, elle prend une dimension extrêmement glauque et flippante, voilà. Donc je vous invite déjà à regarder celui-là. Mes 2 autres courts-métrages préférés dans la série, il y a Zima Blue, j'adore l'animation. C'est l'histoire d'un artiste peintre qui crée des œuvres titanesques qui font peut-être même des fois la taille de planète. Et cet artiste peintre a un secret et il va présenter sa dernière œuvre ultime et on suit une journaliste qui va assister à cette dernière œuvre. C'est hyper beau, c'est hyper profond, il y a vraiment une lecture de la science-fiction, de la condition d'être humain qui est vraiment très belle. Enfin voilà, je le trouve magnifique et c'est marrant parce que ce Zima Blue est également adapté d'une nouvelle, partie du même recueil de nouvelles que La Faille, Beyond the Aquila Drift. Donc ces 2 là qui sont mes préférés de science-fiction viennent du même bouquin, ce qui m'a donné très envie de le lire. Je pense que je vais me le récupérer dans pas très longtemps. Donc voilà, La Faille, Zima Blue, le bleu Zima, et le dernier que j'ai vraiment adoré c'est Bonne Chasse. Pareil, l'animation est hyper étonnante, c'est l'histoire d'un
chasseur de démons dans l'ancienne Chine, dont le fils va tomber un peu amoureux. En tout cas, il va fonder une amitié très très forte avec un démon renard. Donc le pitch de base, je trouvais sympa, mais vraiment, le moment où ça vire dans la science-fiction et ça prend un tout autre tournant très steampunk, c'est hyper inattendu, c'est très beau, la morale est très jolie, l'histoire est très belle, très bien construite, très bien écrite. C'est un court-métrage qui aurait le potentiel d'un film en fait, je trouve. Voilà, il est très beau, donc ça, je vous invite vraiment aussi à le regarder. Il y en a plein d'autres qui sont très bien, hein. Le premier épisode, le deuxième épisode avec les robots qui découvrent la Terre qui a été détruite. C'est vraiment une série excellente, je vous invite vraiment à regarder ça sur Netflix. Vous allez la dévorer, la totalité des courts-métrages dure 3h40 je crois, donc ça se regarde quand même relativement vite. J'en ai regardé 3, et dès que j'ai eu le temps de m'y remettre et de regarder le quatrième, j'ai enchaîné les 18 épisodes, je ne pouvais plus m'arrêter. Je pense que c'est une série événement et j'espère vraiment qu'il y aura une suite à ce premier jet. Deuxième truc cool que j'ai découvert ce mois-ci, c'est un jeu de société, Time Bomb. Un jeu de société extrêmement cool, extrêmement fun, extrêmement simple. Je l'ai acheté, on s'y est mis avec des gens qui n'y avaient jamais joué. On a joué des dizaines et des dizaines de parties. Une fois que c'est lancé, impossible de s'arrêter, les gens veulent absolument continuer. Puis on se pose même pas la question, il n'y a même pas quelqu'un qui fait on fait une nouvelle partie. C'est vraiment ça s'enchaîne, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. Toutes les parties sont très très différentes, ce qui vous fait vraiment apprécier le truc. Et c'est vraiment un jeu que vous pouvez apprendre en moins d'une minute et qui se joue de 4 à 8 joueurs, donc qui est destiné à des soirées où vous avez beaucoup de monde. C'est dur de trouver des jeux de société quand on a beaucoup de monde auquel tout le monde accroche. Le but du jeu en fait ça va être de désamorcer ou de faire exploser une bombe. Il y a deux équipes, l'équipe de Sherlock Holmes et l'équipe de Moriarty, et il y a une bombe dans Big Ben, les méchants doivent faire péter la bombe et les gentils doivent la désactiver. Donc pour ça il faut couper des fils. Il y a plein de fils qui font absolument rien, il y a des fils qui désactivent la bombe, il y a un fil qui fait péter la bombe. Donc le but des gentils ça va être de désactiver tous les fils de la bombe avant le compte à rebours, avant qu'elle explose. Et le but des méchants c'est soit d'attendre la fin du compte à rebours, soit d'essayer de trouver le fil de la bombe. Ce qui est très cool c'est que personne ne sait qui est qui. Alors c'est un peu comme le loup-garou, je sais pas si vous connaissez, où vous avez un rôle secret, sauf que là, même les méchants ne savent pas qui sont leurs alliés. Donc il y a vraiment l'espèce de jeu de dupe où tu dois essayer de deviner avec qui tu es pour essayer de faire les bonnes actions au bon moment. Vous avez des cartes devant vous, vous êtes le seul à les connaître, et vous voyez ce que vous avez, donc des fils qui servent à rien, des fils qui désactivent la bombe ou la bombe. Donc vous posez vos cartes devant vous et ensuite quelqu'un va devoir couper un fil. Mais tout se joue dans le bluff et dans le blabla en fait. Vous allez dire bah viens chez moi parce que j'ai des fils à couper, ou alors vous allez dire viens pas chez moi parce que j'ai la bombe. Mais en fait vous êtes méchant, vous essayez de cacher des fils. Enfin ça paraît un peu compliqué comme ça, mais vous allez voir la prise en main hyper simple, c'est hyper drôle, c'est hyper fun. Il y a les parties n'ont rien à voir les unes avec les autres, il y a des parties hyper courtes, des parties vachement plus longues, des parties où vraiment vous allez voir ça va se jouer à une chance sur deux. C'est vraiment hyper stressant quoi. C'est très fun, c'est très drôle, très facile à mettre en place, et en plus vous retrouvez cette espèce de stress que vous voyez dans les films d'action où les mecs transpirent un petit peu avant de couper un fil quoi. Vous aurez toujours cette tension là de vous dire merde, est-ce que je vais couper le bon fil, est-ce que je peux faire confiance à la personne qui est en face de moi. Je l'ai présenté à plusieurs personnes, il y a carrément déjà plusieurs personnes dans mon entourage qui l'ont acheté, donc j'ai l'impression que ça va se répandre un peu comme une traînée de poudre. Ça va vous relancer la soirée, ça va créer des inimitiés, tout le monde va s'entretuer, mais c'est vraiment un petit jeu de société excellent, c'est pas cher du tout, c'est genre 12-13 euros. Donc voilà, Time Bomb, je vous le conseille, le surconseille. Ce mois-ci, on va finir avec un documentaire assez connu maintenant, parce que c'est un documentaire qui a reçu l'Oscar du meilleur documentaire à la dernière cérémonie des Oscars. C'est Free Solo. Free Solo, c'est un documentaire sur un homme qui s'appelle Alex, qui fait du soloing. Le soloing, c'est de l'escalade sans sécurité. C'est-à-dire que c'est un mec qui va grimper des montagnes sans être attaché à absolument rien du tout. Et là il va s'attaquer à un des sommets de la chaîne de montagne, les Yosemite, qui est un des sommets les plus escarpés. Il y a absolument aucun endroit où s'accrocher, enfin c'est plat quoi, le truc, quand tu vois le truc tu te dis c'est pas possible, il va crever quoi. Déjà bon, il y a beaucoup d'appréhension sur le fait que cet homme peut mourir, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de ses collègues qui sont morts dans plein d'accidents différents. Mais très vite le film prend aussi une autre tournure, il s'intéresse aussi à la question de l'équipe du film, qui sont des grimpeurs professionnels et qui s'occupent de filmer ce documentaire. Il y a vraiment la question qui se pose, mais est-ce que je suis légitime? Est-ce que je suis pas en train de prendre un risque parce que je sais que je peux filmer mon ami en train de mourir? Voilà, il glisse, zip, il tombe et il est mort quoi. Pour ça c'est hyper intéressant, et je vous assure que vous allez vraiment avoir des frissons, parce que le mec des fois il s'attaque à des pans de la montagne, parce que le mec s'attaque à des trucs mais monstrueux. Il te dit oui alors là je mets mon doigt là, je m'accroche là, je pivote sur moi-même, je m'accroche avec l'autre doigt, ensuite je mets ma jambe là. C'est vraiment jouer avec la mort quoi. Même lui se pose la question, est-ce que ça va pas impacter sur ma famille? Enfin j'ai des proches quand même qui vont être un peu déchirés par ça. Donc le sujet en fait est passionnant, la manière dont c'est tourné est passionnante, ça pose une vraie question. Est-ce que je suis légitime à filmer
potentiellement la mort d'un homme et du coup à la mettre en scène. Et en plus le personnage principal est assez passionnant parce que c'est un mec assez chelou, très peu expressif dans ses émotions et qui est un peu enfermé dans sa bulle, et tu sens qu'il a ce caractère là qui lui permet justement de se dégager de tout sentiment de mort et de prendre des risques tout en restant parfaitement concentré. Donc le personnage est passionnant, le sujet est passionnant, la manière dont c'est fait est passionnante. Enfin tu trembles quoi, tu te dis le mec il se tient avec un bout d'orteil sur... Ça pose vraiment les plus belles questions du documentaire, c'est-à-dire un documentaire il te montre déjà le sujet mais aussi pourquoi c'est intéressant de filmer ça, pourquoi on est dans cette démarche là. Est-ce que ça vaut le coup d'immortaliser un exploit sportif quand on voit tous les risques que ça implique, même les risques moraux, même, voilà, donc c'est assez passionnant comme démarche. Les mecs qui filment, ils se chient dessus bien plus que le mec qui est en train de grimper, hein. Lui il est dans sa bulle, il fait son truc, hein. Mais vous allez voir à des moments, tu es accroché à ton siège, t'as vraiment très peur quoi. C'était donc les trucs les plus intéressants que j'ai vu ce mois-ci. Je voulais juste vous dire qu'en fait, je voulais sortir une petite vidéo sur Game of Thrones, mais en fait je vais le faire après la sortie de la dernière saison, parce que je pense que j'aurai encore plein de trucs à dire et j'ai pas envie de faire 2 vidéos séparées. Donc je vais attendre que la série se termine pour en parler, je ferai vraiment un gros épisode sur Game of Thrones. Et là je vais sortir une autre petite vidéo, enfin un gros épisode de nos légendes de la BD en attendant. Alors nos légendes de la BD ça change un petit peu parce que je vais parler de comics et plus précisément je vais parler de Batman. Voilà, j'espère le sortir assez rapidement dans les 2 prochaines semaines. En attendant je vous dis à la prochaine, je vous fais des gros bisous, je vous dis bye bye et on se reverra au moins ça c'est sûr le mois prochain. Allez ciao les gars, bye bye.